Fondée dans l'agglomération toulousaine par les éditions Midi-Pyrénéennes, la collection, cette année-là, explore de manière originale le passé de Toulouse, mais aussi celui de 5 autres métropoles françaises, Bordeaux, Strasbourg, Nantes, Clermont-Ferrand et Vichy. Centré sur une date précise, chaque ouvrage s'intéresse à un événement marquant de la cité, mais ne s'arrête pas au simple récit de son déroulement. L'auteur s'attache à montrer ce que celui-ci révèle du contexte politique, social ou culturel qui l'a fait surgir, en traçant ainsi tout un pan de la vie locale à ce moment précis. Le 21 octobre 2023, la librairie Ombre Blanche recevait pour l'un de ses ouvrages Alexandre Lafont, agrégé d'histoire, docteur en histoire contemporaine et chercheur associé à Framespa. Il est l'auteur dans cette collection de 1914 de La paix à l'abîme. Le 1er août 1914, Toulouse bascule en quelques jours comme l'ensemble de la société française dans une guerre d'abord européenne puis mondiale. Quelles ont été les réactions des Toulousains face à l'abîme ? Comment soldats et civils ont-ils perçu et vécu les derniers jours de paix et les premiers jours de guerre ? Quelles sont parmi les questions auxquelles répond Alexandre Lafont dans cet ouvrage ? Il était reçu à la librairie Ombre Blanche pour une rencontre avec Didier Foucault, directeur de la collection cette année-là. Bonne écoute. Bon, comme nous sommes à l'heure, c'est 3 heures, on va commencer. Je me présente, je m'appelle Didier Foucault, je suis le directeur de la collection cette année-là, dans lequel le livre dont nous allons parler aujourd'hui d'Alexandre Lafont, qui est ici présent, 1914 de la paix et l'abîme, vient d'être publié. Et c'est l'occasion aussi pour moi de remercier la librairie Ombre Blanche de nous accueillir quand nous faisons de nouvelles publications. Nous en aurons une la semaine prochaine à partir de l'histoire du groupe Zebda, que vous connaissez. Là, on est dans l'histoire très contemporaine. Et puis, on aura également, disons au début décembre, une évocation de l'année 1940 avec la venue du maréchal Pétain et puis les manifestations qui se sont produites à ce moment-là. Alors donc, la collection cette année-là, certains d'entre vous la connaissent, c'est une petite collection qui est née à Toulouse, aux éditions Midi-Pyrénéennes, et qui se fixe pour objectif, à partir d'une date de l'histoire de la ville. Nous sommes d'ailleurs développés depuis quelque temps au-delà de Toulouse, à Nantes, à Bordeaux, à Strasbourg, à Clermont-Ferrand et à Vichy. Donc, notre collection prend un peu d'ampleur. On a un peu plus de 30 titres sur Toulouse et en tout une cinquantaine. C'est une collection donc, qui, à partir d'une date, essaie d'abord de réfléchir sur ce qui s'est passé à ce moment-là, l'événement, et puis aussi d'avoir une réflexion un peu plus approfondie sur le contexte, le cadre dans lequel s'est situé cet événement, ce qu'il nous révèle de l'histoire de la ville, et puis une dernière partie un peu qui interroge ce qu'il en est resté, notamment les effets de mémoire. Et donc aujourd'hui, nous allons écouter Alexandre Lafont. Je vais m'arrêter tout de suite, simplement pour préciser que Alexandre Lafont est agrégé docteur en histoire, qu'il s'est spécialisé dans l'étude de la guerre de 1914-18. Il a publié plusieurs livres. Je vois par exemple La camaraderie au front. Il a travaillé aussi avec Rémi Casals, que vous connaissez sans doute bien. Et il a, en plus de ses activités d'enseignement et de recherche, il enseigne notamment au centre universitaire Champollion-Albi, il a participé pendant, je crois, 7 ans au comité qui a organisé les commémorations, le comité national donc, qui a organisé les commémorations de la guerre de 14-18. Donc cela a commencé en 1914, mais il a fallu préparer quand même quelques années avant, et puis jusqu'à l'évocation donc, de 1918-1919. Donc chaque année, il y a eu des quantités d'événements scientifiques, pédagogiques, mémoriels, commémorations, etc. Donc il s'est occupé avec un groupe d'historiens qui a préparé l'ensemble de ces commémorations. Donc c'est quelqu'un qui est très au fait de
Tout ce qui touche à la guerre de 14, par ailleurs, c'est un Toulousain, enfin un régional, disons, de l'étape, il fait ses études à Toulouse, et donc il connaît bien la situation de la ville de Toulouse dont il va nous parler. Alors la première question peut-être que je vais lui poser, on va faire un petit dialogue pendant quelques temps et après je vous donnerai la parole. La première question que je vais lui poser, c'est qu'est-ce qui l'a conduit vers la guerre de 14-18 pour quelles raisons y a-t-il eu un certain intérêt, un intérêt certain même pour cette guerre? Merci beaucoup. Merci à vous toutes et tous. Merci donc à Ombre Blanche pour nous accueillir aujourd'hui. Alors je suis régional de l'étape par mon père qui est de Dordogne et ensuite parce que je suis venu habiter dans le Tarn et j'ai fait mes études à Toulouse. Mais pour répondre à votre question, c'est que je suis originaire de la Meuse en partie et de grands-parents qui étaient à Montmédy, une ville donc marquée par l'architecture de Vauban à 40 km de Verdun. Donc quand vous avez 8 ans et que vous allez voir votre tante à Verdun la nuit tombée en octobre ou novembre et que vous passez par le bois des Cors, donc C-A-U-R-E-S, alors que vous l'imaginez, des Cors C-O-R-P-S, ça vous marque parce que vous traversez les bois qui sont encore marqués par la topographie du champ de bataille et que la guerre de 14-18 en particulier a une marque profonde pour vous. Et donc ensuite, j'ai continué à m'intéresser à l'histoire plus généralement, et puis je suis retombé dans la guerre de 14-18 par deux biais, celui de Rémi Casals qui travaillait, donc l'inventeur de Louis Barthas et de ses carnets, et qui travaillait sur l'histoire populaire en fait de la Grande Guerre, quelle a été justement l'expérience au ras du sol des combattants, par le travail des sources directes, qu'elles soient donc des lettres, des carnets ou même des photographies. Et donc, étant mon enseignant, il est devenu mon directeur de thèse en fait, et on a décidé ensemble de travailler sur la camaraderie au front, qui est le titre de ma thèse publiée. Où je m'emploie donc à travailler sur les témoignages populaires, et puis on a également travaillé avec donc Bernard Sédin aux éditions Midi-Pyrénées sur ce livre, donc 500 témoins de la Grande Guerre, dans la foulée, toujours dans cette idée de mettre à disposition du plus grand nombre un travail sur les sources historiennes qui sont ces sources directes de combattants populaires. Et puis le deuxième, acteur qui a été important pour moi, c'est Maurice Genevoix, parce que je suis tombé sur ceux de 14 en fait, donc je suis tombé sur Louis Barthas et sur ceux de 14 en même temps, et donc j'ai essayé de comprendre cette expérience différente en fait de la guerre entre un simple soldat tonnelier au doigt et puis un normalien, Maurice Genevoix, donc sous-lieutenant, lieutenant, et écrivain en devenir en quelque sorte. Et est-ce que la guerre a été différente pourquoi l'expérience de la guerre a été aussi différente? Qu'est-ce que l'on a en tiré justement sur cette expérience de guerre et autour d'une problématique qui était à l'époque? Comment est-ce qu'ils ont tenu? Et je pense que le travail comparé en fait entre ces témoignages populaires et puis des témoins intellectuels nous montre en fait que l'originalité de la Grande Guerre, en tout cas pour moi, c'est d'avoir été la première à mobiliser toutes les classes sociales en fait au front, et donc toutes les classes, toutes les catégories sociales ont été confrontées à la guerre. Et à un moment donné où l'individu dans la République était mis en avant. Et donc du coup, cette guerre de 14-18, pour moi, c'est l'expression que j'utilise, est une guerre mémoire d'emblée. C'est-à-dire que cet extraordinaire de la guerre a fait que de nombreux soldats ont écrit là-dessus, ont témoigné de leur expérience en disant qu'ils étaient des acteurs, en fait, en se rendant compte qu'ils étaient des acteurs de l'histoire. Et je pense que c'est ce qui fait une des originalités, en fait, de cette grande guerre, et ça marque dans la mémoire collective. Donc voilà comment je suis, pour répondre un peu longuement à votre question, comment je suis arrivé à ce travail sur la guerre. Et puis mon mémoire de DEA à l'époque était porté sur la première épreuve du feu. C'est-à-dire comment est-ce que les soldats ont témoigné et ont vécu d'abord et témoigné ensuite de leur première épreuve de feu en août-septembre 1914. Et ça m'avait beaucoup intéressé parce que je voulais remettre en cause ce stéréotype du départ de la fleur au fusil
et de forcément des soldats acteurs de la guerre, baïonnettes au canon, qui tuent des soldats ennemis. Et je voulais savoir, en fait, en travaillant sur les sciences sociales, en m'aidant de la boîte à outils des sciences sociales, la sociologie, la psychologie, etc., comment est-ce que l'on rentre en guerre, en fait? Comment les soldats rentrent en guerre? Comment ils passent de civils à militaires? Comment est-ce qu'ils passent de leur métier de tous les jours au quotidien de la guerre? Et c'est, à mon avis, extrêmement riche parce qu'on comprend tous les mécanismes, c'est un mot que j'utilise dans le livre, tous les mécanismes qui font qu'une société rentre en guerre. Et je pense qu'aujourd'hui, il est important de casser ces stéréotypes. On voit comment la guerre est revenue au premier rang, comment il est nécessaire, en fait, par l'histoire, de comprendre en fait ce qui fait que des jeunes qui sortent de la caserne Niel ou Pérignon ici partent à 20 ans à la guerre. Qu'est-ce qu'ils ont comme idée? Pourquoi est-ce que tout d'un coup ils sont exaltés? Et comment est-ce qu'on peut faire pour en fait travailler ça et comprendre que c'est ce qui fait aussi malheureusement que la guerre reste un phénomène prégnant. On va peut-être revenir à Toulouse parce que de toute manière, je crois que nous aurons l'occasion de l'illustrer dans la discussion. Tout ce qui vient d'être dit a été, je dirais, on le retrouve dans le livre, à partir de l'exemple de Toulouse. Vous évoquiez bien sûr la Meuse et le traumatisme qu'a représenté la guerre pour cette région et ce département et plus généralement dans toute la partie nord-est de la France. Mais nous sommes à Toulouse, c'est-à-dire nous sommes à 1000 kilomètres, presque 800-900 kilomètres du front, très loin. Et puis nous sommes au tout début de la guerre puisque ce livre porte essentiellement sur l'année 14, mais effectivement l'année 14 vue par en bas, c'est-à-dire vue par les Toulousains. Et je dirais que peut-être très rapidement, en 2-3 mots, Toulouse en 1914, comment on pourrait la décrire assez rapidement la ville et la société toulousaine de l'année 14, un peu avant que la guerre ne commence. Alors Toulouse, c'est 155 000 habitants à cette époque-là. C'est donc une préfecture, un gros village qui rayonne dans le sud-ouest de la France, qui est une ville ancienne avec des réseaux commerciaux également très anciens. C'est une ville industrieuse. Parce que il y a beaucoup d'ateliers de confection, Toulouse n'est pas pleinement rentré dans, on va dire, une révolution industrielle des grosses industries comme on peut le trouver dans le nord de la France. Alors il y a l'arsenal et la poudrerie, mais il y a surtout beaucoup d'ateliers en fait de confection qui usent de la main d'œuvre, notamment féminine. Ce qui va expliquer, Jean-Marc Olivier en parlera mieux que moi, ce qui va entraîner, je sais pas, ce qui va faciliter l'implantation notamment des usines aéronautiques ensuite, puisque justement Toulouse étant loin du front, on va pouvoir appuyer le développement de l'aéronautique, notamment militaire, et en plus on bénéficie à Toulouse d'une main d'œuvre. Donc on est loin du front et on a la main d'œuvre. Donc du coup et une certaine expérience déjà autour de l'aviation. Voilà. Donc Toulouse c'est ça. C'est également donc une ville administrative en tant que préfecture, une ville marchande aussi. Je l'ai dit sur les réseaux d'échange. Et c'est une ville qui est marquée comme toutes les villes. Toutes les préfectures notamment, mais même les villes moyennes, puisqu'on parlait de Castres tout à l'heure, Castres, Albi, Agen, Auch, etc., qui est marquée par la présence du fait militaire. C'est-à-dire que ce sont des villes où il y a donc alors déjà à Toulouse beaucoup d'étudiants, mais il y a aussi beaucoup de militaires. Beaucoup d'étudiants, notamment des étudiants étrangers, donc des Russes, des Polonais, etc., qui sont déjà à l'université. Mais on a aussi beaucoup de militaires parce qu'il y a beaucoup de casernes. Et ce sont les deux piliers en fait de la République, l'école et la caserne. Et donc dans le parcours, on va dire, de citoyenneté à cette époque-là, c'était le passage de l'école à la vie active, mais via le service militaire. Et par exemple, la ville a été marquée par les débats. On le lit. Alors une des sources importantes, c'est la presse. À l'époque, l'Express du Midi, la Dépêche de Toulouse, etc. Marquée par les débats autour de la loi des 3 ans.
Notamment parce que la ville est socialiste, largement socialiste, elle est ouvrière et donc socialiste à cette époque-là. Et donc du coup, le débat autour de la loi des 3 ans, qu'est-ce que c'est pour le replacer en un mot? C'est que, en fait, depuis le début des années 1900, en fait, le spectre de la guerre ressurgit. Vous le savez ça, j'imagine. C'est-à-dire que il y a eu la défaite de 1870-71, et puis donc l'idée de revanche. Mais cette idée de revanche, en fait, les historiens ont bien montré qu'elle avait diminué d'intensité à la fin du 19e siècle. Et puis elle ressurgit dans le cadre de la colonisation, de la rivalité avec l'Allemagne en particulier, et la constitution de ces systèmes d'alliance, d'équilibre des puissances en Europe. Et du coup, la question se pose de savoir dans cette guerre future qui va arriver, parce que dans les esprits, cette guerre, elle va arriver. L'idée, c'est pas si elle va arriver, mais quand est-ce qu'elle va arriver. Donc l'imprégnation, l'atmosphère de la guerre est là. Il y a cette question de savoir comment est-ce qu'on va rivaliser avec les Allemands. Et donc du coup, la question démographique est au cœur de la question. Donc on va faire passer en fait les contingents d'actifs de 2 ans à 3 ans pour avoir un volume suffisant en fait de soldats pour s'opposer à l'Allemagne, qui est l'ennemi au premier chef dans le cadre des premières batailles. Et donc les casernes toulousaines se gonflent de soldats qui viennent de Toulouse, évidemment, mais qui viennent d'une large région, la 17e région militaire. Donc on va avoir des soldats, par exemple, d'Agen, un témoignage dont j'ai eu l'occasion de parler, qui est est publié aux éditions Privas et Henri d'Esperrières, qui est un jeune, en fait, propriétaire, fils de propriétaire terrien à Agen, et qui est mobilisé au 14e RI de Toulouse. Donc à Toulouse, il y a beaucoup de casernes, donc on en a parlé, Niel, Pérignon, des casernes d'infanterie, d'artillerie également, avec un service on en parlait, de santé déjà. Et donc la vie militaire est une vie importante, même dans la sociabilité en fait. C'est-à-dire qu'il y a toute une sociabilité autour des officiers qui se lie avec la bourgeoisie toulousaine. Et donc l'armée est très présente. Voilà. Et donc on a une presse aussi importante. On a parlé de la Dépêche de Toulouse en particulier, puisque c'est le principal média. Vous savez que à l'époque, les journaux, par exemple parisiens, qui se lisent jusqu'à Toulouse, puisqu'on les trouve dans les gares, notamment, qui sont des lieux importants. Donc, je vous renvoie à un numéro sur de la série sur la gare Matabio. Il y a donc les journaux, comme le Petit Journal, c'est 4 à 5 millions d'exemplaires par jour. Donc c'est énorme, et donc l'information circule très très bien et très vite par le biais de ces journaux, et c'est eux aussi qui vont être en première ligne, si je puis dire, à l'été 14, au mois de juillet, quand va monter petit à petit à Toulouse l'idée que cette guerre dont on entendait parler, dont les socialistes parlaient beaucoup, avec Jaurès évidemment, à la figure locale, qui d'ailleurs a écrit un des plus beaux livres, des grands livres sur qu'est-ce que l'armée populaire, avec l'armée nouvelle, donc qui a été publié en 1910, qui publie donc régulièrement dans la Dépêche, mais aussi dans le Midi socialiste, qui est né donc à Toulouse. Voilà, malgré tout, donc on va sentir cette guerre monter dans les derniers jours du mois de juillet, malgré l'action des socialistes, qui d'ailleurs, il va y avoir des manifestations à Toulouse contre la guerre encore fin juillet, mais qui vont être rattrapées par l'élan patriotique qui se lie. D'ailleurs, des étudiants vont faire le coup de main contre une manifestation à bas la guerre, parce que il est plus temps de chanter l'Internationale, mais de chanter la Marseillaise. Voilà. Donc on arrive là début août, déclaration de guerre, mobilisation, et là, en l'espace de presque 24 heures, quoi. Le climat de la ville change complètement, et ce climat, il va durer une quinzaine de jours à peu près, le temps qu'on se prépare à partir à la guerre. Donc, vous avez cité effectivement un certain nombre de témoignages que l'on retrouve dans le livre de jeunes soldats qui vont se préparer à partir à la guerre, avec tout ce que ça comporte, du lien avec la famille et comme ça. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu là, ces premiers jours de la guerre, dans quel état d'esprit les choses se passent? Vous avez évoqué notamment les socialistes. Là, il y a eu un changement d'un jour à l'autre, pratiquement, de la position d'un deuil
terrible, l'assassinat de Jaurès, qui a été bien sûr célébré, mais immédiatement après, disons, on rejoint le courant général, il faut partir à la guerre, défendre la patrie. Oui, et alors donc ce travail qui a été mené dans le livre, et puis il faut le rappeler, c'est l'intérêt de cette collection-là, avec donc le directeur de la collection, c'est vraiment à la fois de faire un récit qui soit vivant, mais aussi, et c'est intéressant pour les historiens, mais aussi s'appuyer sur des études qui ont été solidement étayées. Alors, ce travail avait été fait par Jean-Jacques Becker, l'historien qui nous a quittés il y a pas longtemps, sur comment les Français sont entrés en guerre, et c'était intéressant, en sachant que je suis très critique par rapport à ce qu'il a pu écrire ensuite. Est-ce qu'on allait retrouver à Toulouse cette question de l'élan patriotique, ou plutôt lui il parle de résignation? Et élan patriotique et résignation. Et donc le fait de faire une étude de cas à Toulouse semblait intéressant, notamment parce que on est dans une ville qui est à 1000 kilomètres de ce qui va être le front, et comment est-ce que l'on vit la guerre? Est-ce que dans ce sud-ouest qui n'est pas Paris, qui n'est pas l'Île-de-France, qui n'est pas Rouen, la Normandie ou le cœur Centre-Loire, comment est-ce qu'on vit cette entrée en guerre? Et donc effectivement, comment elle se déroule? Il faut savoir que jusqu'au dernier, mais ça j'imagine que vous le savez, jusqu'au extrême fin du mois de juillet, la guerre n'est en fait pas du tout. On sait qu'il y a eu l'assassinat à Sarajevo, qu'il y a eu des ultimatums, des pourparlers, mais on prend conscience de l'ultimatum autrichien assez tardivement. Et puis c'est surtout les troupes d'actives qui commencent à être rappelées en fait dans les casernes toulousaines, qui alertent les populations, d'autant que les soldats écrivent, notamment Henri Despérières qui est à Toulouse, il était en manœuvre du côté de Caylus, et donc ça peut rappeler des souvenirs à certains, en tout cas moi ça m'en rappelle, et les soldats d'actifs sont rappelés à Toulouse parce que la mobilisation russe est en train de se mettre en place. Et du coup, on est là fin juillet, et c'est d'abord donc ces militaires de l'actif, ces jeunes qui commencent à être mobilisés dans cette idée de on va partir dans pas longtemps, on a l'arme au pied. Et puis on suit avec les journaux justement toulousains l'entrée en guerre, jusqu'à la mobilisation du 1er août et puis la déclaration de guerre qui suit officielle. Et là, c'est vraiment le basculement dans autre chose. C'est-à-dire que c'est pour ça que j'insistais sur la place des casernes. C'est que là, c'est une préparation incroyable, parce qu'il y a la préparation logistique, il y a la préparation des chevaux, par exemple. On va réquisitionner les chevaux. Il y a tout un plan qui est de mobilisation qui est mis en place, mais qui va toucher en fait toute la ville et toute sa région. Réquisition des chevaux, il faut nourrir les soldats qui vont partir, il faut changer donc les trains. Il faut donc préparer les casernes, il faut accueillir les réservistes surtout, qui commencent à arriver dès le 2 août à Toulouse. Donc il faut imaginer des civils qui arrivent par les artères de la ville et qui sont habillés encore en civil. Et puis il faut trouver un képi, il faut trouver une paire de chaussures, il faut trouver la musette. Il n'y a pas assez de place pour accueillir tout le monde, donc vous avez des réservistes qui attendent en fait aux portes des casernes dans Toulouse. Donc vous avez un mouvement incroyable qui en fait construit déjà une sorte d'extraordinaire, de temps extraordinaire. Et puis pour ces jeunes, pour donner quelques éléments qui sont évoqués dans le livre, pour ces jeunes qui sont dans la caserne, pour certains d'entre eux, ça fait 1 an, 2 ans qu'ils sont dans des murs gris. Alors certes, dans les casernes, on vit parfois mieux qu'à la campagne, par exemple, puisqu'il y a les questions d'hygiène, l'eau courante, etc., qu'il n'y a pas forcément dans les campagnes toulousaines. Mais on s'y ennuie ferme quand même. Et là, c'est la guerre, c'est la possibilité de partir à l'aventure quand on a 20 ans, de sortir de la caserne. Et à Toulouse, comme dans beaucoup de villes, qu'est-ce qui va se passer? C'est que ces régiments, début août, vont partir en fait de la caserne à pied jusqu'à la gare Matabio, et pendant le trajet, en fait, on va appeler la population à venir saluer les troupes de la ville. Donc ces jeunes qui partent à 20 ans. Alors imaginez, Henri Despérières le dit très bien, on a défilé crânement. C'est le mot qu'il utilise.
parce que voilà, il sort de la caserne et on va se couvrir de gloire au front. On a été marqué par l'école de la Troisième République, par les peintures patriotiques, par un discours ambiant patriotique qui emmène en fait tout le monde, parce que évidemment la France est attaquée, parce que c'est le discours que l'on entend, que l'on lit dans tous les éditions de la Dépêche, de l'Express du Midi ou d'autres journaux de différentes obédiences. Et donc on va partir comme ça dans les trains et on va partir jusqu'au front avec enthousiasme. Alors sauf que pour les soldats qui partent et qui sont plus âgés, qui ont une famille, qui ont des enfants, ce n'est pas le même du même tonneau en fait. Donc là, on a des témoignages qui sont beaucoup plus empreints justement de résignation. Ensuite, ces premiers jours de la guerre, c'est aussi cette espèce de mouvement collectif qui fait que de toute façon, socialement, on ne peut pas s'en défaire. C'est-à-dire, comment avoir une voix différente quand vous avez cet élan en fait vers la nouveauté, etc. Comment dire stop? C'est très très compliqué d'un point de vue de la pression sociale en particulier. Puis on voit ce qui est arrivé d'ailleurs à Jaurès. Du coup, voilà, parce que ce patriotisme, il existe quand même, quoi que l'on en dise. Donc on a ce basculement. Et puis au niveau de la population, c'est un jour de fête en quelque sorte, parce que toutes les terrasses des cafés, on est en été, toutes les terrasses des cafés sont pleines. On chante la Marseillaise. Toulouse est une ville étudiante, on l'a dit tout à l'heure. Donc les jeunes en fait paradent dans la rue, vous savez, sur le modèle des bons pour le service, donc avec le drapeau en tête marseillaise. Donc là, on a beaucoup de témoignages en fait de chants, de départ comme ceci. Et puis donc se construit autour de ça cette espèce d'exaltation collective qui a donné ce stéréotype de la fleur au fusil. Sauf que quand on gratte un petit peu, évidemment, c'est pas comme ça que ça s'est passé. Comme je l'ai dit, il y a eu aussi à Toulouse donc des manifestations contre la guerre jusqu'au dernier moment. Il y a eu aussi des familles qui ont été déchirées, des pleurs, on a des photographies autour de cela, mais c'est plutôt cette idée-là qui a dominé, qui va dominer encore la mémoire collective de la Grande Guerre. Et alors un dernier point, c'est que la photographie, par exemple, à cette époque-là, est très en vogue. Les soldats, d'ailleurs, vont porter des petits appareils Kodak dans leur musette, ils vont faire des photos au front, et on a par exemple des maisons d'édition de cartes postales un peu partout en France. Il y en a à Toulouse, à Provaux et Lachaud, je crois, Laclos pardon, et Provaux. Et donc il y a des séries de cartes postales qui vont être éditées sur le départ des soldats, comment ils montent dans les camions, comment on fait monter les chevaux, les pièces d'artillerie, forcément avec toute cette puissance qui va être concentrée à un moment donné dans Toulouse avant de partir, va donner le sentiment que quoi qu'il en soit, la guerre sera bien terminée dans 3 semaines ou avant Noël. Et donc ces cartes postales vont participer en fait de cette atmosphère patriotique et guerrière, avec le passage des hindous également. Enfin, il y a ce côté un petit peu exotique. Les cartes postales patriotiques aussi qui vont montrer que voilà, c'est à notre tour. Il y a cette question générationnelle également. C'est à notre tour d'y aller, etc. Voilà pour les premiers jours et cette exaltation. Voilà, et disons 8-10 jours passent, les premiers soldats partent au front. Et dans la ville, on commence à avoir une évolution de l'état d'esprit, des nouvelles qui commencent à arriver, qui ne sont pas toujours nécessairement les plus exaltantes. Et puis aussi, on voit aussi un discours peut-être un peu plus tard sur les soldats du Midi. Est-ce qu'ils sont capables de se battre? Est-ce que c'est des couards? Est-ce que c'est des fainéants, etc. Comment les choses évoluent là, dans, disons, la seconde moitié du mois d'août? Alors justement, vers mi-août, on a quelques changements, parce que là, les réservistes partent aussi. Donc c'est la vie active en fait qui va être complètement. Autant ce sont les jeunes des casernes qui partent, autant là c'est la vie active qui va être touchée par l'activité même de Toulouse qui va être touchée, puisque on va avoir des hommes de 25 à 35, 40 ans qui vont partir, même au-delà. Donc l'économie va s'en ressentir. Il va y avoir du chômage qui va arriver avec les fourneaux municipaux, par exemple, qui vont être très mobilisés, parce que dans le livre, il y a des pages là-dessus sur les mobilisations à la fois des différents acteurs, on va dire,
sociopolitique, la mobilisation de la mairie, la mobilisation de l'État, la mise en guerre de l'État. On en a parlé avec les casernes, mais il y a la municipalité qui va tenter d'amortir cette baisse d'activité, mais derrière cela, il va très vite y avoir aussi de l'augmentation des prix, de l'inflation très forte, parce que vous allez avoir certaines catégories qui vont utiliser en fait ce temps de guerre pour faire augmenter les prix des denrées alimentaires en particulier. Donc vous avez à la fois du chômage qui arrive parce que vous avez des chefs d'entreprise qui partent parce que l'économie est désorganisée, et puis vous avez à avoir la question d'une inflation assez forte, notamment des denrées alimentaires. Et donc la mairie va tenter de faire des choses en lien avec la préfecture, notamment sur les loyers, essayer de faire en sorte que les loyers n'augmentent pas, par exemple. Donc on voit bien aussi, alors il y a des problèmes de liquidité parce que les Toulousains, comme tous les autres, se précipitent dans les banques pour retirer de l'argent. Donc on va avoir, tous ces mécanismes-là de l'entrée en guerre sont très intéressants parce qu'on va avoir un basculement dans la réalité, on va dire, de la guerre à l'arrière. D'abord, la réalité de la guerre en termes économiques et de mobilisation sociale. Donc là, on change déjà un peu de discours, c'est-à-dire cette idée de la patrie, elle devient d'un coup prégnante dans la réalité quotidienne, en fait. Et puis, dans ce même temps, ce deuxième temps, en quelque sorte, on a la question aussi de l'attente. Parce qu'entre le 15 et le 20 août, il faut se dire qu'on n'a pas de nouvelles, en fait, entre le 10 et le 20 août. Pourquoi ? Parce que la correspondance aux armées n'est pas encore très efficace, parce que les troupes sont en train de marcher soit en train et puis ensuite à pied. Il faut dire par exemple que le 14e de Toulouse va aller jusqu'en Belgique, dans les Ardennes belges, pour se battre autour de Bertrix, Géonville en particulier. Et Valérie Capot, que je n'ai pas forcément cité là, mais Henri Despérières aussi le dit, les derniers jours, avant les combats, la première épreuve du feu, on fait 60 km à pied. 60 km à pied, vous imaginez, sous la chaleur, avec le sac, l'azor sur le dos, et l'arme à la bretelle, à l'épaule, pardon. Et donc, les soldats sont en mouvement, donc on n'a pas de nouvelles, pas forcément de nouvelles. Et puis, il commence à y avoir des rumeurs, donc ça a été étudié aussi ça, et je le dis ici, il commence à y avoir des rumeurs qui arrivent. C'est-à-dire que tout le monde par quartier, on se connaît, et puis donc là aussi, comme je disais tout à l'heure, c'est toute une ville, en tout cas une partie des hommes de la ville qui sont partis. Donc une famille demande des nouvelles d'un autre, et quand on a des nouvelles, on va les donner aux voisins, puisqu'ils sont recrutés en règle générale dans la même compagnie, peut-être dans le même régiment. Et donc vous avez ce temps d'attente. Donc, on a à la fois en ville la guerre qui devient tangible, la guerre en termes ça me touche au quotidien, parce qu'il y a les écoles aussi, il y a toutes qui vont être touchées, les instituteurs qui partent, bref. Et vous avez ce temps d'attente. Donc, on va dire que c'est un deuxième temps dans la guerre, c'est-à-dire c'est une sorte de basculement comme une pièce qui va tomber. Où est-ce qu'elle va tomber ? Est-ce qu'elle va tomber de ce côté-là ou est-ce qu'elle va tomber de l'autre ? Voilà un petit peu la situation. On est autour du 20-21 août. Et donc, peut-être... Oui, et disons ensuite, on commence à avoir des nouvelles qui sont particulièrement inquiétantes à tout point de vue, parce que les premiers combats, vous le savez, n'ont pas été très favorables pour les Français, et les régiments toulousains, dont vous citez un certain nombre d'exemples, ont été durement touchés par les combats. Il y a eu de nombreux morts, des blessés, etc. Et ces nouvelles, quand elles parviennent dans la presse, elles sont reprises, y compris même certains au gradé de l'armée reprennent un peu cette idée, que les régiments du Midi ne tiennent pas le coup, et ce qui bien sûr crée un grand souci, y compris dans la ville, parce que ce sont quand même les enfants, les frères, les maris qui sont au front, et on se demande ce qui se passe. Voilà, c'est un petit peu le troisième temps, ce troisième temps en fait de la guerre pleine et vécue, parce que l'épreuve du feu est passée. Et donc là, on est autour du 22 août, pour les régiments notamment toulousains et de la région. C'est la première épreuve du feu dans ces Ardennes belges dont on a parlé. Mais pour l'armée française, c'est par exemple le 22 août. Alors,
pendant longtemps, on a dit que c'était la journée la plus meurtrière en fait de l'histoire militaire de la France. Pendant le centenaire, il y a eu des études qui ont été faites collaboratives qui ont montré qu'on était peut-être en septembre 1915, au-delà encore de ce chiffre-là, mais on est entre 25 et 27 000 hommes qui meurent le 22 août 1914 dans ces batailles qu'on appelle les batailles de Lorraine, les offensives de Lorraine, qui vont jusque dans les Ardennes belges. Et là, donc la 4e armée, hein, et donc le 17e corps du Sud-Ouest, avec le 15e aussi dont vous parlez, vont être durement éprouvés parce que la première épreuve du feu va se dérouler dans les bois. Autour de Auchan, donc Bertrix et Géonville, et donc là les soldats français sont surpris en fait de voir arriver des Allemands qui n'auraient pas dû être là. Les Allemands utilisent tout de suite très vite la mitrailleuse de façon efficace, même si nous du côté on a le 75 qui a fait aussi beaucoup de victimes dans les rangs allemands. Mais cette épreuve du feu pour les soldats toulousains, on note le 22 août, c'est dans les journaux de marche et opération des régiments, hein, c'est plus de 6000 hommes qui sont portés disparus, soit blessés, soit prisonniers, soit tués. D'ailleurs, il y a des soldats d'Agen, je le dis comme ça parce que ça me revient, les soldats qui vont se retrouver en fait parce que les Allemands vont avancer tellement vite qu'il y a des soldats blessés ou vivants qui vont se retrouver en fait derrière les lignes allemandes. Et ils vont survivre plusieurs mois, voire plusieurs années, avant de pouvoir rentrer en France. Et alors, figurez-vous que pour certains, on les jugera, on les regardera d'un mauvais œil, en se disant, mais qui vous étiez en fait pour avoir pu rester derrière les lignes allemandes. Vous voyez, donc on était très dubitatifs et parfois certains ont échappé au peloton d'exécution dans ces années-là. Bon, bref, donc on a donc cette première épreuve du feu qui est très très difficile, et la répercussion tout de suite à Toulouse, c'est qu'on va avoir les premiers convois de blessés qui vont arriver. Et là aussi, donc, on a des séries de cartes postales qui mettent ça en avant, hein, dans la gare Matabio, en sachant que dans la gare, il y a toujours cette arrivée des réservistes, hein, qui vont nourrir pendant toute la guerre les régiments du Sud-Ouest et de Toulouse. Donc les premiers combats de blessés arrivent. Alors c'est pas les blessés les plus lourds, puisque les blessés les plus lourds sont pris en charge plus près du front. Mais quoi qu'il en soit, ils sont nombreux. Et en plus ils arrivent avec les premières nouvelles pour certains. C'est eux qui vont annoncer la mort de l'un, la mort de l'autre. C'est eux qui vont également donc rassurer les familles ou pas. Et en plus, fin août, on va avoir aussi les premières lettres qui vont arriver. Donc là, on arrive dans une sorte de troisième temps qui est un peu le paroxysme de voilà, là c'est ça la découverte de la guerre. Voilà ce qu'est la guerre. Et on a là des soldats qui vont tomber par milliers, notamment, alors on n'en a pas parlé tout à l'heure, mais des rugbyman de Toulouse, hein, puisque la ville de Toulouse est une ville de rugby avant 1914. Hein, elle a une équipe, le Stade Toulousain. Alors je vais pas refaire l'historique, hein, mais depuis la fin du XIXe siècle, il y a eu plusieurs équipes qui se sont fondues, notamment dans une qui a formé le Stade Toulousain, donc l'équipe de la Vierge Noire, la Vierge Rouge, pardon. Rouge et noir, voilà, c'est la Vierge donc rouge, et qui est déjà en partie qui a été championne de France. En 1912, le Brennus, sur le Brennus, ouais. Donc Charles Brennus étant aussi. Donc il y a Paul Voivenel, enfin il y a d'autres, il y a tout un tas de soldats qui sont, et donc il y en a un qui décède, qui s'appelle Messonnier, qui va être enterré en partie, et je le raconte dans le livre par son camarade Mounic, qui joue avec lui et également dans l'équipe du Stade Toulousain. Et de France, voilà. Ils étaient internationaux déjà à l'époque, même si l'équipe de France internationale n'avait pas encore gagné beaucoup de rencontres. Donc c'est vraiment cette découverte, pour revenir à notre sujet, cette découverte, elle va toucher à la fois donc les soldats toulousains au front, mais également la ville elle-même. D'autant
qu'on va aussi récupérer à Toulouse des prisonniers de guerre allemands. Donc on va toucher du doigt ce que c'est que l'ennemi, en fait, et notamment les officiers. Parce que on était encore dans un modèle en 1914 où les officiers étaient prisonniers sur l'honneur, c'est-à-dire qu'ils étaient casernés quelque part, mais ils pouvaient se balader en ville. Et donc, vous comprenez bien que les Toulousains qui commençaient à vivre durement la guerre et voyant arriver ce contingent de prisonniers allemands, et donc on a une série de cartes postales là-dessus, et donc ces officiers, dans la presse, on sent bien que là, il y a vraiment une colère qui se met en place. Et également donc le fait que les soldats toulousains, méridionaux en règle générale, vont être accusés par le ministre, via le ministre de la guerre, un sénateur qui s'appelle Gervais, mais on sait en sous-main que c'était donc le ministre de la guerre, Messimy, qui dit que finalement si les troupes ont lâché en Lorraine, c'est à cause du 15e corps et plus donc Toulon, Marseille, etc. et plus généralement les soldats du Sud-Ouest qui n'étaient pas allants pour se battre. Alors là, c'est aussi un stéréotype qu'il y avait à l'époque sur les soldats, sur le Sud-Ouest en règle générale, le Sud-Ouest un petit peu fainéant, qui aime plutôt la sieste que travailler, bref. Donc ces stéréotypes ressortent, mais sont mobilisés ici pour justifier en quelque sorte l'échec du plan qui aurait dû être le plan français. Et donc du coup, même la presse ici est obligée de demander des comptes en fait à l'état-major et se révolte pour le compte des Toulousains en disant regardez le nombre de morts que l'on a. Alors on n'a pas encore toute l'historique, mais on sent que ça s'est pas passé comme ça aurait dû. Donc c'est une troisième étape de notre petit livre. En fait, on est en juillet, août et surtout août 1914. Et il faudra attendre, mais c'est une autre aventure, une autre écriture d'autres livres, d'une autre bibliographie. Il va falloir attendre la bataille de la Marne, en fait, pour que le patriotisme que l'on a connu dans les premiers jours, finalement, retombe, et en se disant que toute cette mise en guerre de la ville, de la municipalité, des services de l'État, de l'armée, sera une mobilisation longue. C'est-à-dire qu'en gros, en août 1914, on est encore dans la gestion, on va dire, de l'événement. Mais cet événement va devenir, après la bataille de la Marne, on le sait, un événement qui va durer. Et donc là, c'est une autre histoire, parce que ce soit à Toulouse ou ailleurs, il va falloir mobiliser l'industrie. Vous savez que, par exemple, on n'avait pas d'obus pour tenir une guerre longue, donc il va falloir fabriquer et donc mobiliser l'industrie, la transformer en une industrie de guerre qui va profiter à Toulouse et qui va donc faire retomber la ville en fait dans une activité, mais une autre activité, une activité industrielle. Et puis il y a cette histoire des avions et également, mais voilà, ce qui était intéressant, je pense, et j'ai essayé de vous montrer dans ce livre, c'est vraiment ces trois temps qui font basculer d'abord dans la guerre, mais dans une guerre qui, au départ, devait être courte et qui va devenir finalement tangible déjà. C'est-à-dire qu'on va passer de l'idée à la réalité. Il me semble que là, c'était... Et puis, les lanceurs d'alerte, comme on disait, on pourrait dire aujourd'hui, les socialistes notamment, Jaurès, etc., n'ont absolument pas été... attendu, et même dans cette exaltation des premiers jours, on sait ce que ça a donné, c'est-à-dire cette union sacrée, le vote des crédits de guerre par l'ensemble du spectre politique, parce que de toute façon, comment faire autrement quand effectivement il y a les Allemands qui sont à la frontière, donc on peut pas non plus aujourd'hui avoir un discours moral sur ce qu'il fallait faire ou pas faire. On peut, en historien, à partir des documents, se dire ça s'est passé comme ça. L'intérêt, c'est de comprendre les mécanismes qu'il y a derrière. Et donc, cette histoire de l'entrée en guerre me semble intéressante à l'échelle d'une ville, parce qu'elle doit nous alerter aujourd'hui sur ce que peut être comment est-ce qu'on peut... j'ai trouvé que ce qui s'est passé depuis une quinzaine de jours autour de l'attentat terrible du Hamas en Palestine, en Israël, j'ai trouvé qu'on retrouvait des échos de tout d'un coup de cette réaction épidermique, et puis on sent bien que 15 jours après, il y a quelque chose qui se passe, un basculement qui est de l'ordre justement toujours de ces entrées en guerre.
Voilà. Alors après, comment ça va se passer? Vous savez que l'histoire ne se rejoue pas. Et quand je dis ça, c'est que moi, en historien, ça m'a fait penser à ça. Alors l'idée, c'est que comment faire pour que l'historien, justement, en amont de cela, puisse intervenir? Ça, c'est autre chose. Voilà, merci. Peut-être la presse, on a vu que, disons jusqu'au début août 1914, elle est très pluraliste. Il y a de nombreux journaux à Toulouse. Vous avez rappelé, effectivement, il n'y a pas la télévision, il n'y a pas la radio. Le seul moyen d'avoir des informations, c'est de lire le journal. Et le journal, donc, fait partie de la vie quotidienne de beaucoup de Toulousains, comme de beaucoup de Français. Donc, il y a un pluralisme. Il y a une sorte d'union sacrée qui se fait avec des thématiques parfois un peu... Vous avez cité des passages à la Dépêche qui décrit les faits relativement bénins des armes allemandes sur les soldats français, etc. Et puis il y a quand même, disons, dans un second temps, quand on commence à se rendre compte que les choses vont mal, il y a quand même des journalistes qui commencent à dire mais il faut une information libre, il faut qu'on puisse informer les gens, être au courant et ne pas être simplement des véhicules d'une propagande qui apparaît quand même très en décalage par rapport à la réalité que l'on perçoit par les témoignages ou par les correspondances qu'on reçoit. Vous pouvez reprendre un peu ces données-là? Oui, en sachant que quand même les discours dissonants, on va les trouver dans le Midi socialiste ou dans des organes dont on sait qu'ils ne sont pas non plus lus par une population très très importante. La Dépêche de Toulouse ou d'autres journaux restent très dans un langage justement très patriotique, très en soutien à l'armée, d'autant qu'il y a les bulletins officiels de la République qui vont eux aussi donc alimenter ce fait-là. Il faut savoir que dans la presse, on peut lire dans différents journaux, mais que ce soit dans le Sud-Ouest ou ailleurs, les prémices de ce qu'on va appeler le bourrage de crâne, c'est-à-dire vraiment les balles allemandes ne tuent pas, les obus n'explosent pas, ils ont une industrie qui ne fonctionne pas. Donc il y a quand même toute cette idée que la presse en fait suit le mouvement et l'amplifie, mais on va quelquefois justement trouver cette dissonance, mais comme je l'ai dit, notamment dans la Dépêche de Toulouse, quand ce sont les soldats qui sont et les unités locales qui sont pointées du doigt. Et donc là, on a une sorte de patriotisme local. Donc une sous-couche qui va se remettre en avant en disant attendez, on est d'abord méridionaux et on veut bien être français, mais il faut nous respecter en quelque sorte. Je caricature à dessein pour que vous voyez un petit peu l'idée, mais on aura plutôt des critiques de cet ordre-là plus que des critiques on va dire contre la guerre. Ce n'est que vraiment encore une fois, dans les organes de gauche, en particulier dans le Midi socialiste, que là, la question de la guerre, des crédits de guerre, de la remise en cause des plans militaires, surtout cette question qui va ressurgir aussi, c'est-à-dire la place du pouvoir civil et du pouvoir militaire qui va être interrogée. On va dire que dans la presse grand public, mainstream, comme on dirait aujourd'hui, on est plutôt dans on suit malgré tout le mouvement, on informe, et à chaque fois on fait retomber la question, quand c'est les blessés, quand c'est des prisonniers, etc., sur l'élan quand même guerrier, il faut se battre, il faut réussir pour la France, pour la République, etc. Voilà, peut-être que là, on pourrait faire un petit dialogue avec le public, si vous souhaitez poser quelques questions. Est-ce que cette histoire que les méridionaux, qui à la limite sont quand même un peu moins concernés par la guerre que les gens du Nord, est-ce que c'est un peu vrai qu'ils ont été moins efficaces, disons, dans la guerre ? Il y a des études qui ont été faites. Je pense à Laurent Ségalin, par exemple. Il y a eu un travail sur Bertrix très fouillé sur la légende noire des soldats du Sud-Ouest. Ça a été une des problématiques des années 2008, en particulier de l'anniversaire de 2008. Et non, en fait, les statistiques montrent que les soldats, en fait, c'est une sorte d'égalité républicaine que l'on retrouve. C'est comme vous savez l'emploi des troupes coloniales. Ils ont eu un taux de morts plus important. En fait, si on regarde les statistiques, on a une sorte
d'égalité de l'ensemble des territoires. Alors ça sera une grande discussion de l'après-guerre, c'est-à-dire on a été plus républicains que les autres ou plus français que les autres. Les Bretons, vous le savez, ont revendiqué, alors je sais plus le chiffre, 250 000 morts, donc c'est vraiment avec un mémorial dédié en Bretagne. Les Corses ont fait pareil, et donc les méridionaux, vous savez qu'il y a eu aussi des discussions entre parfois des soldats morts qui ont été mis sur certains monuments aux morts et pas d'autres pour montrer que notre commune a donné plus de sang que l'autre commune d'à côté. Donc il y a eu une sorte de surenchère après-guerre comme ça patriotique qui est venue. Mais si on regarde les statistiques, les soldats du Sud-Ouest ont fait le boulot comme tous les autres soldats. Alors est-ce qu'ils ont été plus ou moins engagés, parce qu'il y a cette question-là, est-ce qu'ils ont été engagés dans les meilleures conditions? Voilà, il y a aussi évidemment ces débats qui ont eu lieu, mais d'un point de vue statistique, il n'y a aucune morale négative à avoir sur la couardise des soldats du Midi. Puisqu'à l'époque, de toute façon, il y avait un plan qui était... toutes les lignes ont lâché. Je veux dire, de Charleroi aux Ardennes belges, c'est toute l'armée française qui a reculé. Alors même si on disait que des troupes du 20e corps, le corps de fer de Nancy, etc., donc les Lorrains étaient peut-être plus concernés, peut-être... Parce que évidemment, très vite, leurs familles, comme ceux du Nord, ont été plus impactées. Mais il y avait une idée quand même générale déjà très avancée de ce que c'était que la nation et l'appartenance à cette nation. Là, je pense que l'école avait fait son boulot. Et puis je crois que vous citez une lettre justement d'un de ces témoins qui met en cause quand même aussi les conditions dans lesquelles le commandement s'effectue au moment de ses premiers combats, quoi. Oui, tout à fait. Il y a eu très vite aussi, mais même dans les journaux, il y a eu des interrogations sur l'état-major, sur est-ce que on a bien engagé les troupes, est-ce que tout a été fait comme il fallait. Donc c'est cette critique un peu qui va ressurgir assez régulièrement, notamment chez les élus, de la gestion par l'état-major des ressources humaines, va très vite arriver au premier plan, parce que les populations vont aussi demander. C'est ça qui est intéressant, parce qu'on est vraiment déjà dans l'opinion publique. Donc il y a été l'opinion publique qui va demander quand même des comptes à la fois aux responsables militaires comme civils. Justement, j'avais entendu dire que il y avait beaucoup aussi d'officiers qui parlaient français à des troupes occitanes ou corses ou enfin bref, et qui ne se comprenaient pas. Alors, est-ce que c'est une légende Oui, non, je pense que c'est là aussi un stéréotype. C'est-à-dire que évidemment, il y avait encore un fort régionalisme en France, les Bretons, les du Sud-Ouest, etc. Mais en fait, la langue orale entre les hommes pouvait être en fait les deux, c'est-à-dire l'occitan ici et le français. Et tout le monde comprenait le français parce que tout le monde était passé à l'école. Enfin, mais c'est pas pour ça que entre eux, dans des conversations du quotidien, informelles, etc., on ne parlait pas occitan. Moi qui je vais avoir 50 ans, j'imagine ce que ça pouvait être parce que quand j'étais petit en Dordogne, on passait en fait du français à l'occitan comme ça. Alors bon, moi évidemment j'étais petit, je comprenais pas, mais eux faisaient cette gymnastique assez régulièrement. Mais alors, justement, pour revenir là-dessus, ce qui est assez intéressant, c'est qu'on pouvait aussi avoir, attention, le recrutement était régional, mais il pouvait être aussi au-delà. C'est-à-dire qu'on pouvait très bien être de Toulouse et se retrouver dans un régiment, je sais pas moi, dans la Creuse ou plus loin encore, dans des régiments parisiens, par exemple. Mais vous avez Louis Barthas, par exemple, qui lui, pendant la guerre, va se retrouver dans un régiment breton. Donc au départ, culturellement, c'est un peu compliqué, mais il le dit. En plus, quand ils parlent entre eux, je les comprends pas, mais il dit pas qu'il ne peut pas communiquer avec, puisqu'ils parlent français tous. Alors il y en a peut-être quelques-uns à qui ça échappe, mais bon, ils parlent français. Mais alors ce qui est rigolo, c'est le renversement des stéréotypes. C'est-à-dire que lui, Audois du Sud-Ouest, est tonnelier, donc qui est dans le vin quand même, qui va voir les Bretons, qui se retrouve dans un régiment breton et qui dit « Mais qu'est-ce qu'ils boivent, ceux-là ?»
Donc c'était intéressant parce qu'on a là un renversement en fait d'un stéréotype qui était collé aux méridionaux que lui-même finalement va coller aux Bretons. Donc oui, bien sûr, il y a des différenciations régionales, mais il y a quand même un point commun qui est la langue, le roman national d'ailleurs, hein, parce que quand on a les soldats de Toulouse qui arrivent à Valmy, ils voient la statue de Kellermann et tiens Kellermann, ceux qui ont fait même jusqu'au certificat d'études, hein, Kellermann, ils savent qui c'est et donc on voit bien qu'il y a des repères nationaux qui sont bien déjà implantés. Oui, cet apprentissage de la langue, elle a quand même été un peu difficile au début pour certaines provinces, pas forcément la nôtre ici, mais peut-être confondait-on avec le début du service militaire, la fin du 19e, où effectivement, dans l'armée, on appelle quelqu'un qui est un peu maladroit un paille-foin. Et pourquoi on l'appelle-t-on paille-foin ? Parce que dans les sabots dans lesquels on faisait l'exercice de l'ordre serré, 1, 2, 1, 2, on mettait de la paille d'un côté et du foin de l'autre. Et c'est comme ça qu'on faisait avancer aussi les soldats. Alors on a dit, ça s'est aussi passé à la guerre de 14, non. Mais dans la préparation à la guerre de 14, il y a eu ces éléments de langage. Oui, oui, tout à fait. Puis alors cette anecdote sur anecdote, mais qui est quand même révélatrice. Hein, paille-foin pour l'apprentissage. Hein, il y a le fait que la photographie, par exemple, qu'on étudie depuis quelques années maintenant sur la Grande Guerre, qu'on ne faisait pas avant. On voit par exemple, et je le dis dans la camaraderie au front, on voit beaucoup de soldats qui, dans les temps de repos, n'hésitent pas à remettre des sabots, par exemple. Et ça, c'est intéressant parce que ça nous montre comment, en fait, les soldats, petit à petit, et c'est un petit peu la continuité de notre conversation, comment les soldats, petit à petit, vont réinstaller, avec ce temps long de la guerre, un quotidien dans leur expérience, en fait, de guerre. Mais ça aussi, ça explique en partie ce qu'a pu être le temps long de la guerre. Hein, le fait qu'on remette en place des sociabilités, par exemple, autour de la photographie de guerre, on voit ces sabots, mais on voit aussi dans des albums photos de combattants, des combattants qui vont à la chasse, à la pêche, à l'arrière-front. Comme ils le faisaient, en fait, ils reconstituent une sorte de société, mais une société donc masculine. Donc il y a aussi beaucoup de choses à dire là-dessus, mais cette anecdote me fait penser à cette source photographique qui est vraiment très intéressante pour ça. Alors, sur le basculement de ces 3 premiers mois, c'est vrai que la critique de l'armée est très vite arrivée après la bataille des frontières. 40 000 morts en 2 jours, peut-être moins, disiez-vous, mais enfin, il y a eu beaucoup de morts dans ces 2 jours, hein, c'est sûr, énormément. On a accusé donc l'état-major de ne pas être en mesure de répondre à l'Allemagne. L'Allemagne avait des mitrailleuses. 2 groupes de mitrailleuses par section, on n'en avait qu'un groupe. Les mitrailleuses tiraient 2 fois plus vite, 2 fois plus de cartouches. Et donc, on comprend bien que ça a été une hécatombe. Ensuite, évidemment, les pantalons Garance, tout ça a fait le reste. Et puis, le deuxième élément qu'on a tout de suite critiqué et que l'armée et le ministère a critiqué immédiatement, c'était tous les vieux officiers de réserve, tous les colonels, les commandants, les capitaines de 65 ans qu'on avait mobilisés de nouveau, qui avaient 70, 80 ans. Et on a vu tout de suite qu'ils n'étaient pas capables de commander, qu'ils ne pouvaient pas commander des armées, des bataillons, des régiments ou simplement des brigades. Et ça a été quelque chose de très fort aussi, au bout de 3 mois à peu près. Oui, alors c'est d'où le terme de limogeage. Hein, alors là, je ne parle pas des réservistes, mais plutôt des officiers de carrière qui ont fait notamment tout leur apprentissage de la guerre dans les colonies. Alors là, évidemment, se retrouver sur le champ de bataille et l'adaptation nécessaire, bon là, on pourrait en parler des heures, mais il y a quand même eu très vite un basculement aussi, une réflexion sur qui est capable de commander. Alors, vous voyez, il y avait cette question-là en 1914, comme il y avait la question de la lecture de cartes en 1870-71, dont on sait que les Allemands savaient lire des cartes et les Français, les cartes, ils avaient beaucoup de mal, parce que la géographie allemande était beaucoup plus en avance. Donc ça me fait penser, et pour revenir sur les mitrailleuses, qu'il y a aussi dans la guerre toute une question justement de
culture technique ou d'adaptation technique. Alors là, les Allemands arrivent dans la guerre avec justement cette idée de la mitrailleuse qu'on utilise beaucoup mieux et avec un avantage technique, on va dire, plus intéressant, quoique les Français avaient le 75. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir qu'à la fin de la guerre, les Français, eux, font le pari de l'artillerie d'assaut, c'est-à-dire des chars, alors que les Allemands ne vont pas y croire. D'ailleurs, donc, vous connaissez le colonel de Gaulle qui dit il faut vraiment continuer sur cette avancée technique des chars, et personne ne l'écoute. Et en fait, les Allemands, ils ont bien compris parce qu'ils les ont pris en 18. Et qu'est-ce qu'ils font? Eh bien, ils investissent justement les blindés. Et ce qui va apporter 39-40 en particulier. Oui, je voudrais savoir comment s'est organisé à Toulouse le pouvoir politique. C'est-à-dire que, pour rappeler les faits, début août 1914, on met en place l'état de siège. Cet état de siège implique que les militaires, à des degrés divers, prennent les décisions. Donc, à Toulouse, comment ça s'est passé ? Est-ce que vous avez des informations à ce sujet? Alors j'en parle un petit peu dans le livre, comme vous le dites, on n'en a pas parlé, l'état de siège dès le 2 août 1914, comme il y a d'ailleurs des lois sur la presse, sur les informations qui se mettent en place, c'est le pouvoir militaire qui prend le dessus. Tout simplement qu'il y a des réunions entre la préfecture, donc l'état-major local et la mairie. La mairie, en fait, gère un petit peu tout ce qui est les questions de population, ravitaillement, etc. Mais c'est effectivement l'autorité militaire qui prend le. Alors je l'évoquais un peu. Alors ça se passe à Toulouse comme ça se passe ailleurs. Donc pas de différence. Et la question va très vite se poser, mais dans le temps long de la guerre, comment est-ce qu'on fait dans cet équilibre? Est-ce que ce sont les militaires qui vont continuer donc à avoir le pouvoir de décision, et il faudra attendre 1915 pour que cette question permette au plus haut niveau, c'est-à-dire au niveau du Parlement, de faire en sorte que les élus de la nation reprennent de l'initiative par rapport aux militaires. Mais ça donne des choses assez marquantes. C'est que, par exemple, le nombre de fusillés, pour l'exemple, le plus important, c'est en septembre-octobre 1914, en fait. Et c'est pas en 1917. C'est-à-dire que parce que justement le pouvoir militaire était plus important, et que tout ce qui était conseil de guerre et justice militaire prenait le pas sur, enfin une sorte de justice d'exception de temps de guerre, prenait le pas sur la justice civile. Et donc il va y avoir plus de grâce, par exemple, accordée, donc la force du pouvoir politique en 1917 qu'en 1914. D'où le chiffre important de septembre-octobre, qui montre aussi que le patriotisme, en fait, du mois d'août, et puis cet élan, etc., a pu être tempéré par des soldats qui ont dit il va peut-être falloir soit moins combattre, soit se tirer une balle dans le doigt, soit etc. Et donc une reprise en main par l'armée, où le pouvoir civil n'était pas assez important pour ça. Tout à l'heure, vous avez évoqué notamment l'arrivée des blessés à Toulouse. Ces blessés, on va les voir. Ils vont arriver à la gare Matabio, et bien sûr, des structures vont les prendre en charge. Des structures qui sont prévues par le plan de mobilisation, avec le corps de santé le 17e corps de Toulouse. Et ces blessés vont être donc vus par la population. Et vous avez des réactions de la population qui permettent de savoir comment c'est perçu. Alors déjà, on a la première chose, c'est qu'il y a beaucoup de personnes qui assistent à l'arrivée. Alors les premiers trains donc de blessés arrivent en journée, et d'ailleurs on fera en sorte que les trains arrivent de nuit après. Donc il y a une passerelle au-dessus de la gare Matabio, l'école vétérinaire qui est là. Voilà, et donc on a des photographies où on voit les gens qui attendent, qui regardent les blessés, et donc ils sont accueillis en héros, la Marseillaise, etc. En sachant que ce sont des blessés donc plus légers que les autres. Alors
plus légers que les autres, c'est-à-dire alors parfois qui ont déjà été opérés et qui arrivent ensuite. Mais très vite, en fait, pour aller dans votre sens peut-être, c'est vrai que le service de santé traditionnel qui est prévu n'est pas suffisant en fait pour absorber l'ensemble des. Donc on va réquisitionner d'abord beaucoup de lycées, de collèges, d'écoles, etc. Pour ça, la préfecture également, mais on va aussi avoir des lieux plus privés, on va dire, qui vont s'ouvrir aux blessés, les dames patronesses, qui vont ouvrir leurs maisons pour accueillir des blessés, des convalescents, etc. Donc on a toute une mise en guerre, là ça serait intéressant de voir pour Toulouse cette mise en guerre du service de santé et comment en fait... D'abord, on a une sorte d'urgence pour les blessés, puis comment en fait on va petit à petit, comme l'industrie, structurer un service de santé long, c'est-à-dire où il faut accueillir les blessés légers, les blessés plus, et puis surtout toute la question de les soins à long terme. La rééducation, et donc comment Toulouse va aussi devenir un centre finalement médical important. Bon, écoutez, on va d'abord remercier Alexandre Lafont pour son exposé. Merci beaucoup. Et donc, je vous rappelle que nous avons la semaine prochaine, mais à 11h, donc samedi prochain, la présentation du livre de Denis Baud consacré au groupe toulousain de Zebda à son zénith en 1999, donc la grande époque de ce groupe toulousain, et que le 9 décembre, là ce sera Frédéric Charpentier qui présentera le livre consacré à la venue de Maréchal Pétain à Toulouse en 1940. C'est la première visite officielle du maréchal Pétain après la prise du pouvoir au cours de l'été. Et donc là, nous aurons une évocation de notre début de guerre, si je puis dire, dans maintenant un mois et demi à peu près. Donc merci en tout cas pour votre participation. Je rappelle que Alexandre est à votre disposition si vous souhaitez avoir une petite signature. Vous avez à l'entrée le livre d'Alexandre et éventuellement d'autres livres de notre collection que vous pouvez trouver aussi à la librairie Ombre Blanche dans le rayon consacré à l'histoire. Il y a une petite tablette où l'ensemble de nos titres sont présentés, ce qui me donne l'occasion de remercier encore Ombre Blanche à la fois de cet accueil pour aujourd'hui, mais aussi du soutien qu'ils nous accordent là depuis 5 ans. Ça fait 5 ans que la collection existe pour notre collection. Voilà, merci et bon après-midi et bon week-end. Vous venez d'écouter Alexandre Lafont, auteur de 1914 de la paix à l'abîme, au sein de la collection Cette année-là. La collection Cette année-là approche désormais les 60 titres parus et fête cet automne ses 5 années d'existence en publiant 3 nouveautés consacrées à l'histoire de Toulouse. 1999, Zebda à son zénith, de Denis Baud. 1914, de la paix à l'abîme, d'Alexandre Lafont, donc. Et 1940, le maréchal Pétain en visite officielle, de Pierre-Frédéric Charpentier. La rencontre que vous venez d'écouter a été enregistrée à la librairie Ombre Blanche le 21 octobre 2023. Enregistrement, réalisation et mise en onde, Radio avec l'aimable collaboration de Radio Plus et Radio Terre.